La mer, une mer immense, profonde et chaude. Et en toile de fond, une côte mystérieuse et fascinante. C'est ce qui attendait les navigateurs de l'Antiquité, qui se dirigeaient timidement vers la terre promise. Ils venaient de l'Hellade, plus précisément de la Chalcidique, et une pauvreté sans espoir les poussait à la recherche d'une nouvelle patrie. Une lumière les guidait, la lueur enflammée d'un volcan lointain, qui, tel un énorme phare naturel, semblait leur indiquer le chemin. Nous sommes vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et le lieu d'abordage de ces premiers conquérants s'appellera Naxos, un endroit sûr et doux, où commence l'histoire de la civilisation de la Sicile. Une histoire riche et passionnante que nous raconterons en suivant la naissance et la mort de tant de civilisations qui ont fait de cette île un lieu splendide et merveilleux, où l'art, la culture et les beautés naturelles se marient d'une façon rare et peut-être unique. Mais revenons à nos colons. Les précieux témoignages qui nous sont parvenus de l'antique Naxos nous enseignent beaucoup de choses sur leur vie. Ils profitèrent du tempérament doux de la population locale et rapidement, ils réussirent grâce au commerce à conquérir richesse et pouvoir, tirant profit d'une civilisation supérieure et d'une terre particulièrement généreuse. La ville fut détruite en 403 avant Jésus-Christ par l'un des nombreux monarques que nous rencontrerons au cours de notre voyage, Dion de Syracuse, tyran d'une autre colonie grecque destinée à marquer l'histoire, Syracuse. Le premier établissement de colonie corinthienne eut lieu à peu près à l'époque de la fondation de Rome, vers 734 avant Jésus-Christ, sur une petite île en face de la ville, Ortygia. La légende veut que ce soit l'oracle de Delphes lui-même qui leur ait indiqué cet endroit, tout en leur promettant la gloire et la richesse. Et c'est justement en l'honneur d'Apollon que fut érigé l'un des premiers temples, qui était certainement riche et resplendissant, si nous le comparons à la reconstitution conservée au musée de la ville. En réalité, la raison de ce choix fut d'ordre beaucoup plus pratique. En effet, l'endroit était agréable, facilement défendable, et de plus, il était mis en valeur par une source abondante, l'actuelle source Aréthuse. Par ailleurs, la salubrité des lieux est évidente aujourd'hui encore, si l'on considère qu'en dehors de l'Égypte, c'est le seul endroit où le papyrus fleurit spontanément. De magnifiques spécimens poussent en abondance sur les rives de la rivière Siane, et de plus, un musée de la ville, où l'on continue à l'utiliser pour produire des parchemins suivant les méthodes employées par les Égyptiens il y a 3000 ans, lui a été consacré. Dans cette reconstitution, toujours conservée au musée archéologique de la ville, nous pouvons admirer le lieu sacré le plus important de l'île, le temple d'Athéna, que Gélon fit construire vers le 5e siècle. Plus tard, le temple fut transformé en église paléochrétienne et aujourd'hui encore, ses restes sont visibles, littéralement englobés dans la structure de la cathédrale. Au rythme de la croissance de la prospérité, la ville s'élargit sur la terre ferme. Et il s'agit d'une expansion remarquable, si déjà au 5e siècle, elle possédait l'un des théâtres les plus grands et les plus spectaculaires qui nous soient parvenus. Le théâtre grec de Syracuse, qui aujourd'hui encore est le siège d'importants spectacles, pouvait recevoir plus de 15 000 spectateurs, et il était au cœur de la vie culturelle de la cité. Pour répondre à la demande croissante de logements, on mit à profit des carrières, appelées l'atomie, dont l'une d'elles, en forme de pavillon auriculaire, servit même de prison. Au XVIIe siècle, le célèbre peintre Caravage fit courir le bruit que le tyran Dion de Syracuse profitait de son exceptionnelle capacité de résonance acoustique pour écouter les conversations des prisonniers. Mais il s'agit seulement d'une légende,
puisque cette propriété a toujours été utilisée pour amplifier de façon admirable l'acoustique déjà exceptionnelle du théâtre situé au-dessus. Néanmoins, le pouvoir conquis par la cité ne fut pas suffisant pour pouvoir s'opposer à la puissance militaire romaine. Même les remparts du puissant château Eurial, pourtant considéré inexpugnable, et les célèbres miroirs ardents du grand Archimède ne purent arrêter les légions romaines. Les Romains assiégèrent la ville en 213 avant Jésus-Christ. Et suivant l'usage de l'époque, ils la mirent à feu et à sang, allant même jusqu'à exécuter le grand mathématicien de génie. Le grand amphithéâtre est un témoignage de cette période, plus destiné, selon la coutume romaine, aux jeux violents des gladiateurs qu'au spectacle cultivé des Grecs. Une autre colonie syracusaine sur la côte nord de l'île éveilla la convoitise de Rome, Tindari, qui fut fondée par Dionysos Ier vers l'an 396 avant Jésus-Christ. Mais ses habitants, qui avaient intelligemment flairé la puissance de l'envahisseur, ne s'opposèrent pas à lui. Au contraire, ils lui offrirent leur alliance et évitèrent ainsi que leur ville ne soit détruite. Ces vestiges nous offrent donc probablement une image fidèle de ce qu'elle était au moment de son expansion. Et voici des maisons, notamment les thermes décorés de mosaïques splendides, parmi lesquelles se distingue l'image de la Trinacria, l'ancien nom de l'île, qui en devint ensuite le symbole. Le très beau théâtre, comme d'habitude, a été construit de manière à avoir la mer en toile de fond. Et enfin, l'imposante basilique, lieu de réunion publique, remontant à la fin de l'ère impériale. Aujourd'hui, Tindari est dominé par un autre lieu de culte, le sanctuaire de la Vierge Noire. Ce nom lui vient de la statue de la Vierge, de provenance orientale, qui y est conservée. Il a été reconstitué tel qu'il était, avant d'être détruit au XVIe siècle par le corsaire algérien Barberousse. Mais revenons maintenant à nos premiers colonisateurs. Près de Syracuse, on peut encore admirer les ruines de la très ancienne Megara Iblea, ville fondée, comme nous l'avons dit, en même temps que Naxos, au 7e siècle. La région connut au fil des siècles un essor commercial intense, notamment grâce à sa production de céramique polychrome raffinée, une activité qui, aujourd'hui encore, en particulier à Caltagirone et à Santo Stefano di Camastra, reste une branche importante de l'artisanat de l'île. Grâce à une activité commerciale florissante, Mégare accrut considérablement sa puissance, au point d'entraîner l'expansion de la cité par la création de nouvelles colonies. L'une d'elles était destinée à devenir un lieu d'une importance exceptionnelle, Sélinonte. C'était la colonie grecque établie le plus à l'ouest, puisqu'elle confinait avec les territoires barbares des Élimis, dont nous parlerons plus tard, et ceci rendit ces 3 siècles de vie extrêmement tumultueux. En effet, afin de pouvoir jouir d'une paix relative, la cité dut s'allier avec des Carthaginois, ennemis naturels qui dominaient la partie occidentale de la Sicile. Puis, au cours du temps,
Elle s'enrichit d'un grand nombre de temples, au point d'être considérée l'une des villes les plus resplendissantes de l'époque. Et encore de nos jours, les archéologues ont dû utiliser les lettres de l'alphabet pour pouvoir les classer, et ils sont arrivés à la lettre O. Ségeste était l'ennemi naturel de la cité, particulièrement jalouse et inquiète du commerce florissant de sa rivale. Et ce fut justement la lutte contre Ségeste qui décréta la chute de Sélinonte. En effet, la rivale appela à son propre secours les Carthaginois, qui, selon l'une des nombreuses trahisons de l'histoire, oublièrent leur ancien allié, l'assiégèrent et, suivant la coutume, la rasèrent littéralement, accomplissant un massacre horrible. Plus de 16 000 morts et 5 000 prisonniers. La merveilleuse cité des temples n'existait plus. Mais la vengeance des Grecs ne tardera pas à arriver et une période sombre arrivera également pour Ségeste, la traître. La ville s'étendait sur les flancs du mont Barbaro, dans un emplacement idéal, comme en témoigne son théâtre situé face à une cavea de plus de 60 mètres, donnant sur un immense panorama. Ségeste était l'un des centres les plus importants des Élimis, une population formée, semble-t-il, d'exilés troyens, arrivés en Sicile à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Nous disions donc que son alliance avec les Carthaginois ne lui fut point pardonnée par les Grecs, et en particulier par les Syracusains, qui, à la suite de sièges répétés, parvinrent à la détruire sous la conduite d'Agathocle en 306 avant Jésus-Christ. Outre le théâtre, nous pouvons également admirer aujourd'hui un autre grand monument de l'Antiquité parfaitement conservé, un magnifique temple dorique édifié vers le 5e siècle. En vérité, il n'est pas considéré comme un temple à proprement parler, mais comme une grande enceinte sacrée, construite à ciel ouvert, c'est-à-dire sans toit, et destinée au culte particulier de la population originelle qui la construisit. Un siècle et demi auparavant, dans un endroit situé plus au nord, Himère, les Grecs avaient déjà consommé une autre vengeance aux dépens des Carthaginois qu'ils haïssaient. Et c'est là qu'une coalition de Syracusains et d'Agrigentins mit en déroute l'armée aguerrie des Carthaginois, guidée par Hamilcar, et qui comptait plus de 300 000 hommes. L'île avait été sauvée de l'invasion ennemie pour quelques dizaines d'années. Les restes que nous voyons appartiennent justement au Temple de la Victoire, construit suivant le style dorique 10 ans après la bataille, et où se déroulèrent certainement des réjouissances que nous pouvons imaginer particulièrement fastueuses. Rejoignons maintenant un autre lieu mythique de la Sicile, où nous attend une grande fête traditionnelle. Nous voici à Agrigente, où nous assistons à l'un des nombreux spectacles organisés à l'occasion de la Sagra del Mandorlo in Fiore, fête des amandiers en fleurs, au cours de laquelle, dans une explosion de joie, les habitants témoignent de leur amour pour leur propre terre et pour le climat extraordinaire dont elle bénéficie. Luigi Pirandello, le grand dramaturge qui y naquit, a dit un jour « Ici, les habitants mangeaient chaque jour comme s'ils devaient mourir le lendemain. Et ils construisaient des maisons et des temples comme s'ils devaient ne jamais mourir. » Une visite dans la vallée des temples équivaut à se plonger dans l'histoire antique. Le temple de la Concorde, à lui seul, suffirait à en faire un lieu d'une grande valeur historique. Sa construction fut commencée en 440 avant Jésus-Christ
Et l'on peut dire que ses proportions solennelles, élégantes et symétriques en font l'une des œuvres majeures de l'architecture grecque. Il doit son nom à une inscription d'époque romaine célébrant la concorde des habitants. L'état de conservation exceptionnel dans lequel il se trouve est dû à sa transformation en église chrétienne, une reconstruction qui dura jusqu'au XVIIIe siècle. Le temple d'Hercule, en parfait style dorique, était le plus ancien de la ville. Il remonte à la fin du VIe siècle. Il était certainement consacré au dieu de la guerre, car son nom est évoqué dans une célèbre oraison de Cicéron contre le propriétaire Vert, qui fut déclaré coupable du vol de la statue du dieu, réalisée par le sculpteur grec Miron. La majestuosité des constructions originales est confirmée par cette copie du Télamon, l'une des immenses statues mesurant 8 mètres de hauteur, qui soutenait la trabéation du temple de Jupiter Olympe, qui avait les dimensions, semble-t-il, d'un stade de football. Voici l'original d'un autre Télamon, conservé au musée de la ville. Et maintenant, les ruines du temple le plus célèbre, celui des Dioscures, qui n'a plus que 4 colonnes, reconstituées par ailleurs dans la première partie du siècle dernier seulement. Malgré cela, c'est depuis longtemps l'un des symboles d'Agrigente et de la Sicile. Autre splendeur d'Agrigente, la mer, incroyablement pure et limpide, que vous pourrez aller admirer sur une petite île lointaine en partant d'ici. Lampéduse. L'île appartient à la plaque continentale de l'Afrique et en conséquence, elle ne présente pas de roches volcaniques. Certains préfèrent même la considérer l'appendice plus au nord de l'Afrique plutôt que la partie la plus au sud de l'Italie. Fertile et verte à l'origine, elle fut complètement déboisée par ses habitants au siècle dernier. Et c'est pourquoi elle nous apparaît aujourd'hui aride et sauvage. Et cette caractéristique, ainsi que l'immense mer bleue qui l'entoure, la rendent tout à fait particulière. Ce n'est absolument pas l'endroit idéal pour ceux qui recherchent le luxe et les mondanités, mais plutôt pour ceux, surtout les plongeurs sous-marins, qui veulent vivre la mer de façon pure et absolue, auxquels elle réserve des émotions intenses. Un lieu de paix, de soleil et de mer, et bien sûr, où il y a beaucoup de poissons.
Et si l'on n'est pas encore rassasié d'histoire et de culture, voici de nouvelles découvertes sensationnelles. Ici, nous sommes à Morgantina, énième colonie grecque fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'endroit fut découvert en 1955 par une mission américaine de l'université de Princeton et après des années de fouilles, on peut y voir des vestiges magnifiques d'origine grecque pour la plupart. Si l'on en juge d'après le nombre de monuments qui nous sont parvenus, Morgantina devait être splendide. Elle était grande et sereine. Ses habitants étaient particulièrement hospitaliers, comme en témoigne ce sympathique salut de vœux, dessiné en mosaïque à l'entrée d'une maison, qui accueillait le visiteur. « Porte-toi bien ». Il ne lui manquait absolument rien. Elle possédait une immense agora, divisée sur 2 étages reliés par un grand escalier, des maisons confortables, un gymnase de 90 mètres de long consacré au spectacle sportif, un théâtre pouvant contenir 5000 spectateurs, et certainement fréquenté par le célèbre Échille, qui vivait justement dans les environs, l'actuel Gela. Et puis les nombreux sols recouverts de mosaïques polychromes qui embellissent de nombreuses maisons, comme cette représentation de Ganymède, traduisent une certaine richesse et une certaine culture. Mais d'autres mosaïques encore plus belles nous attendent à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes à Piazza Armerina, qui possède encore l'un des témoignages archéologiques les plus célèbres de la Sicile romaine de l'époque impériale. Il s'agit de la Villa Romana del Casale, construite entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle, et qui peut être considérée comme un témoignage unique de la splendeur atteinte par l'architecture et l'art romain. Demeure luxueuse, la villa s'articule en 3 grands groupes de salles, selon une unité de projet et une habileté de construction qui nous laisse vraiment en admiration. Comme nous étions en train de le dire, les grandes mosaïques ornementales et illustrées qui la décorent de partout, sur une surface de 3500 mètres carrés, sont exceptionnelles. Nous nous trouvons face à un ensemble qui, dans son genre, n'a certainement aucun rival parmi tous les témoignages qui nous sont parvenus du monde antique. Des scènes de chasse grandioses, une description très soignée de chaque espèce animale, des scènes de la mythologie, et même le propriétaire et sa famille qui accueillent leur hôte à l'entrée de la maison. Et enfin, la scène la plus précieuse et la plus célèbre. 10 jeunes filles qui jouent joyeusement, vêtues de maillots minuscules, précurseurs millénaires de nos bikinis. Finalement, les modes actuels n'ont pas tellement changé. Beaucoup d'autres jeunes filles en maillot à vous couper le souffle envahissent durant les mois d'été les plages des nombreuses îles qui font de la Sicile un paradis des vacances. Ici, nous sommes sur les plus célèbres de toutes, les îles éoliennes, 7 sœurs de roches volcaniques qui émergent d'un profond abysse bleu.
Celle-ci est Lipari, le chef-lieu de l'archipel, qui possède encore des témoignages d'un illustre passé. En effet, déjà en 4000 avant Jésus-Christ, l'île était l'un des centres les plus florissants de la Méditerranée, puisqu'on y exploitait l'obsidienne, un minéral volcanique très apprécié pour ses propriétés tranchantes, pour la construction de flèches et de lances. Au cours des siècles, l'île se dota d'une acropole et d'une puissante flotte, avec laquelle ses habitants parvinrent même à mettre en déroute les redoutables pirates qui infestaient la mer Tyrrhénienne. La visite de l'intéressant musée archéologique éolien, qui renferme de précieuses pièces en provenance de tout l'archipel, est obligatoire. De nos jours, l'archipel est un lieu de villégiature unique et enchanteur. Outre Lipari, on pourra choisir la sérénité de Salina, les mondanités de Panarea, l'émotion de vivre à Stromboli sur un volcan actif, la beauté sauvage de Alicudi et de Filicudi, jusqu'à la magique Vulcano, dominée par le grand cratère, étincelement en apparence, mais qui en réalité est animée d'une vie souterraine obscure et puissante, redoutée et fascinante. Mais un autre volcan encore plus majestueux se dresse magnifique et puissant de l'autre côté de la mer. Aujourd'hui encore, comme ce fut le cas il y a des milliers d'années pour les navigateurs qui débarquèrent ici, l'Etna est le point de repère absolu pour tout ce qui touche à la vie de l'île. Comme chacun sait, ce volcan est le plus grand d'Europe et une visite sur ses flancs vous permettra de découvrir un monde imposant et fascinant. En tout cas, la promenade est splendide et salutaire. Le paysage à l'apparence lunaire et désertique explose à l'improviste sous différentes formes de vie colorées, qui semblent émerger miraculeusement de la lave noire. Ce n'est pas pour rien que le territoire alentour fait partie de l'immense parc de l'Etna, l'un des plus étendus en Europe. En hiver, on peut même y faire du ski sur des pistes très bien équipées, avec comme toile de fond la mer d'un côté et de l'autre la laine chaude du volcan, perçue malgré tout comme un ami en qui on peut avoir confiance. Ce ne fut pas ainsi, cependant, la nuit du 28 décembre 1908, lorsque Messine fut secouée par l'un des plus violents tremblements de terre des derniers siècles. Quelques secondes de furie de la nature réduisirent la ville en miettes. Une terrible catastrophe qui fit plus de 60 000 victimes, mais qui ne parvint pas à neutraliser le courage de ses habitants, qui voulurent reconstruire la ville et la rendre encore plus moderne et plus belle qu'avant. Aujourd'hui, Messine est une ville magnifique, dont la vision impressionnante accueille le visiteur qui débarque sur l'île
après avoir traversé le détroit. Voici le splendide dôme d'architecture normande, près duquel un campanile est lancé, abrite l'une des plus grandes et des plus complexes horloges du monde qui fut fabriquée à Strasbourg vers les années 30 d'après un projet de l'architecte Francesco Valenti et qui contient un rouage d'horlogerie stupéfiant. Messine est la base de départ avant de visiter la partie orientale de l'île. Donc, faisons un saut à Aci Castello, un village de pêcheurs qui doit son nom au château du même nom qui le surplombe depuis des siècles. À 2 pas de là, Aci Trezza, surtout connu pour avoir été le décor du célèbre roman de Giovanni Verga, I Malavoglia. Le panorama de la petite ville est enrichi par les Scole dei Ciclopi, rochers des Cyclopes, de grands rochers noirs que la légende identifie comme étant les rochers lancés par Polyphème contre Ulysse, qui l'avait rendu aveugle. Tout près de là, une autre visite intéressante, Aci Reale, un centre thermal très connu et enrichi de superbes églises, comme la cathédrale et l'église des saints Pierre et Paul. Ne manquez surtout pas de faire une promenade dans le splendide parc public de la Villa Belvedere, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur la côte et sur l'Etna. Un peu plus au nord, un autre lieu célèbre de la côte. Nous sommes toujours au pied de l'Etna, au voisinage de l'Isola Bella, un coin de mer enchanteur d'où l'on pourra monter vers l'une des plus fameuses promenades de la Sicile, Taormine. Située dans une position merveilleuse au pied du mont Taurus, forte de ses ruelles caractéristiques, riche de commerces et d'établissements de toutes sortes, la petite ville renferme une infinité d'endroits du plus grand intérêt. Le Palais Corvaille, qui fut le siège en 1411 du premier parlement sicilien. L'église de Sainte-Catherine. La cathédrale, dédiée à Saint-Nicolas et datant du XIIIe siècle. Mais c'est surtout le très célèbre théâtre grec, situé à mi-pente face à un panorama incroyable, qui attire l'admiration de quiconque visite la Sicile. Construit durant l'époque grecque et à la 2e place par ordre de grandeur après seulement celui de Syracuse, ce merveilleux monument symbolise peut-être plus que tout autre l'histoire, l'art et la beauté naturelle et culturelle de cette île. Poursuivons maintenant notre voyage vers Catane, où nous accueille un autre théâtre remontant au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui nous rappelle la conquête de la part des Romains qui eut lieu un siècle auparavant. Le théâtre a une ellipse légèrement inférieure à celle du Colisée. Il pouvait accueillir
jusqu'à 16 000 spectateurs. Le cœur authentique de la ville est la Piazza del Duomo, place de la cathédrale, qui est caractérisée par la fontaine de l'éléphant datant du XVIIIe siècle, un obélisque égyptien dressé sur un éléphant qui est depuis longtemps l'emblème de la ville. De l'autre côté de la place se dresse le dôme, une magnifique cathédrale qui nous introduit dans une autre période historique de l'île, le baroque. C'est en 1693 qu'un terrible tremblement de terre rasa une petite ville anonyme et honnête, Noto. Mais ici aussi, les habitants décidèrent de ne pas baisser les bras et voulurent reconstruire leur ville selon de nouveaux critères d'urbanisme. C'est ainsi que naquit la nouvelle ville de Noto et qu'apparurent des dizaines de maisons, d'églises, de couvents qui ont fait de cette ville, à travers les siècles, l'un des lieux baroques les plus célèbres du monde. Voici le dôme dédié à San Niccolò di Myra. L'église de Saint-François, tout près d'un ancien couvent franciscain et du monastère bénédictin du Sauveur. Et puis, des demeures, des rues, des stucs et des décorations qui semblent se défier pour stupéfier et provoquer la jalousie. En particulier, les incroyables balcons du palais Villa Dorata, dont la forme traditionnelle bombée permettait d'accueillir, sans les froisser, les toilettes coûteuses des femmes de la haute société, qui pouvaient ainsi exhiber les symboles de leur richesse. Une autre petite ville, pas très loin de là, Modica, nous permet d'admirer un autre grand monument du XVIIIe siècle, l'église de San Giorgio. Fondée au XIIe siècle, elle fut reconstruite 5 siècles plus tard, d'après les nouveaux critères esthétiques de l'époque, et représente sans aucun doute l'un des témoignages les plus admirables de la période baroque en Italie. Enfin, Raguse, où nous pouvons admirer une autre cathédrale baroque, elle aussi dédiée à San Giorgio. Changeons d'époque et replongeons dans la mer. Si elle n'avait pas eu sa cathédrale, Cefalù serait probablement demeuré un merveilleux et inconnu coin non contaminé de la Sicile. La réputation que lui a donnée sa très célèbre cathédrale normande l'a fait au contraire devenir l'un des lieux les plus visités et les plus mondains de l'île.
cité ici déborde de jeunesse et de gaieté, et tout contribue à rendre les vacances agréables. Pendant ce temps, du haut de sa grandeur, la vieille cathédrale continue patiemment d'assister à l'histoire qui défile au-dessous d'elle depuis des siècles. C'était le comte Roger II qui avait voulu la construire en 1100, après s'être sauvé miraculeusement d'une tempête. Et entre une glace, un plongeon et un apéritif, les touristes vont évidemment la visiter, restant tous surpris de la majesté de l'intérieur, des grandes mosaïques et du regard sévère du Christ Tout-Puissant, qui du haut du presbytère semble les inviter à la modération. Puis, la nuit tombe, et l'air vif invite à des plaisirs plus terrestres. Les touristes, locaux et étrangers, qui réussissent difficilement à résister à la tentation de s'abandonner aux délices de l'une des cuisines les plus savoureuses du monde, en oubliant les Normands et la modération. Mais un autre temple était destiné à surpasser la réputation pourtant très grande de la cathédrale de Cefalù. Déplaçons-nous alors à Montréal, une agréable petite ville à 2 pas de Palerme, littéralement dominée par la masse gigantesque de la cathédrale, l'une des plus belles églises de la chrétienté, fondée par Guillaume II en 1174. La vue de ce merveilleux exemple d'art médiéval, dans lequel se mélangent de façon admirable des éléments byzantins, arabes et normands, est tout à fait éblouissante. À l'entrée, la Porta Regum est une œuvre admirable datant de l'année 1186, de Bonanno Pisano, l'architecte qui avait commencé quelques années auparavant la construction de la tour de Pise. C'est à l'intérieur que la cathédrale éclate de beauté, décorée avec le cycle de mosaïques byzantines le plus complet de tous ceux qui nous sont parvenus. Elle recouvre chaque coin des murs et elle raconte les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament dans une vision de beauté éblouissante et raffinée. Le cloître du couvent bénédictin, situé juste à côté, est digne de la cathédrale. Parfaitement carré, il mesure 47 mètres de côté et il représente un véritable miracle de l'architecture romane en Sicile. En fait, il est constitué de 228 petites colonnes à couplets, toutes différentes l'une de l'autre, incrustées d'or et décorées de mosaïques et de pierres précieuses, finement travaillées en bas-relief. Tous les Siciliens considèrent leur passé culturel comme quelque chose de sacré. En effet, en Sicile, depuis toujours, il y a cette volonté d'unir le souvenir historique à la mémoire populaire par l'intermédiaire des poètes, qui deviennent ainsi les propagateurs simples et passionnés des traditions et des légendes qu'ils mêlent magiquement à la réalité. Et voici le défilé des charrettes siciliennes et des chantres qui ont transmis l'histoire sicilienne au fil des générations. Il en est de même pour le théâtre des Pupi, marionnettes siciliennes, apparemment simples et naïfs, mais qui, scandant les gestes des paladins et des héros lointains et imprévisibles du passé, devient le moyen le plus simple, le plus immédiat et le plus cultivé pour mettre en exergue l'âme de ce peuple,
Lo sapete che non è giusto che siete cugini. Questo è anche vero. E dunque vi battete per amore e non per la difesa della santa fede. Cosa dici mai, cugino? Io voglio Angelica a tutti i costi. Anch'io. Angelica è mia. No, è mia. Nous voulons conclure notre voyage à la découverte de la Sicile dans sa ville la plus importante, Palerme, où se résument toutes les histoires et les époques qui nous ont accompagnés au cours de notre récit. L'histoire veut que la ville ait été fondée vers le 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, par les Phéniciens, qui avec Mozia et Solunto en firent l'un des points d'appui de leur domination sur l'île. Au cours des siècles, elle subit d'innombrables dominations, qui l'ont enrichie d'œuvres d'art et de vestiges historiques d'une valeur exceptionnelle. Aujourd'hui encore, on peut voir des monuments de tant d'époques différentes, de la byzantine à l'arabe, de la normande à la baroque. Mais toutes ces nombreuses dominations n'ont jamais pu s'imposer au caractère fier et rebelle de la population, qui a su adoucir les inévitables impacts culturels en absorbant et en intégrant les expressions artistiques et architecturales pour nous offrir aujourd'hui une ville splendide et homogène, malgré la présence de styles très divers. Des nombreux rois légendaires qui y régnèrent, beaucoup sont aujourd'hui enterrés dans la majestueuse cathédrale érigée en 1185 par l'archevêque Gualtiero o Famiglio, sur l'emplacement d'une ancienne basilique, transformée en mosquée par les musulmans. L'église porte les marques des nombreuses transformations subies à travers les siècles. Et pourtant, sa vision est l'une des plus belles de la ville. La façade remonte au XIVe, XVe siècle et est ornée d'un portail gothique flanqué de 2 tours élancées. Du puissant côté droit se détache un large porche qui permet d'entrer dans la cathédrale à travers un magnifique portail. Le palais des Normands est un autre symbole de la ville, construit en pleine époque arabe vers le IXe siècle. Ce fut la demeure des souverains normands et suèves qui l'enrichirent au point d'en faire le centre le plus important de la civilisation et de la culture d'Europe. Actuellement, il est le siège de l'Assemblée régionale de la Sicile. L'intérieur, richement décoré de fresques par de grands artistes, est très beau. Voici la salle jaune. La tour Pisane. La salle des Vice-Rois. Les chambres du roi Roger au plafond merveilleusement décoré suivant le style arabe. La tour des vents.
mais c'est la chapelle palatine qui comptera le plus parmi les expressions de l'art normand les plus significatives. Voulue par Roger II en 1132, la chapelle est importante à cause des mosaïques de tradition byzantine qui recouvrent ses murs. Une véritable explosion de couleurs et d'images qui nous laisse vraiment abasourdis et qui illustre les histoires de la vie du Christ, celles de l'Ancien Testament et des saints Pierre et Paul, jusqu'à la très belle image du Christ Tout-Puissant qui, solennelle et majestueuse, domine les lieux. Au voisinage du palais, nous découvrons ensuite l'un des monuments les plus suggestifs du centre-ville, l'église normande de Saint-Jean-des-Ermites. Fondée tout bonnement en 580, l'église fut confiée par saint Grégoire le Grand à l'ordre des bénédictins et elle est bordée d'un magnifique cloître orné de plantes exotiques parfumées. Le palais des sénateurs et l'église baroque de Sainte-Catherine donnent sur la splendide Piazza Pretoria. Mais l'attraction majeure de la place est certainement la merveilleuse fontaine qui en occupe le centre, œuvre du XVIe siècle du sculpteur florentin Francesco Camilliani, ornée d'innombrables statues allégoriques et mythologiques. À 2 pas de là, Piazza Villiena, plus connue sous le nom de Piazza Quattrocanti, est le cœur de la ville. On l'appelle ainsi à cause des statues qui ornent les 4 coins de la place et qui représentent les souverains d'Espagne, les saisons et les saintes protectrices de la ville. Dans les parages, nous visitons une autre église d'époque normande, Sainte-Marie de l'Amiral, plus connue comme la Martorana. L'intérieur est très beau et on peut y admirer de splendides mosaïques byzantines parmi les plus anciennes de la Sicile. Les restes parfaitement conservés du pont de l'Amiral, avec 7 arches puissantes, témoignent également du haut niveau scientifique et culturel atteint par la Sicile normande. Deux autres églises de la ville sont également d'époque normande. Celle de la Magione et celle de Saint-Jean-des-Lépreux, peut-être l'église normande la plus ancienne de Palerme. Notre visite des principaux monuments normands de Palerme se termine par une halte au palais de la Zisa, dont la construction fut commencée par Guillaume Ier vers la moitié du XIIe siècle, au-dessus d'une précédente bâtisse à l'intérieur d'un grand parc plein de monuments arabes. Ce palais tient son nom d'un mot arabe, Aziz, qui signifie splendide. Il est profondément caractérisé par l'influence orientale qui, comme nous l'avons vu, a marqué de toute son empreinte l'architecture normande en Sicile. Un caractère que l'on retrouve même sur la façade ornée d'une fontaine et de mosaïques, rappelant les luxuriants et frais jardins orientaux.
Notre voyage dans l'histoire, dans l'art et dans les splendeurs de la Sicile s'arrête ici, dans cette mer qui a été le berceau, la vie et l'âme de cette terre au cours de ces nombreux siècles d'histoire. Les derniers joyaux de l'île, nous les trouvons justement aux alentours de Palerme. Mondello, Scopello, Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, Isola delle Femmine. Rien que des endroits célèbres qui rappellent la grande tradition touristique de cette île unique. Une terre qui, du haut de son histoire 3 fois millénaire, continue à se présenter avec orgueil et effronterie, s'offrant impudiquement à qui sait la conquérir avec amour et non avec la force. Une terre qui permettra de revivre l'art et la culture des nombreuses civilisations qui l'ont traversée et où l'on pourra se reposer le cœur et l'esprit dans un climat doux et enivrant. Un lieu où le souvenir des émotions vécues sera toujours aigu et où le rêve de les vivre à nouveau sera toujours palpitant.